بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الأفاضل الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Rien ne pouvait me faire autant de plaisir que de m'avoir été invité à prendre part dans ce débat, et je remercie vivement les organisateurs qui m'ont permis justement de prendre part dans ce débat. Ma communication est intitulée « Ensemble, construisons une France apaisée dans la ressemblance et la diversité ». S'apparenter dans la différence, c'est se partager la joie et la souffrance, en cédant une portion de soi à l'autre. C'est accepter de souffrir pour soulager l'autre, c'est intégrer l'autre dans le moi. Si nous étions tous semblables, la différence n'aurait aucun sens. La lumière et l'obscurité, le bien et le mal, la ressemblance et la différence ne se définissent que l'un par rapport à l'autre. En ce sens, la différence est nécessaire à la ressemblance, en vue de construire ensemble un idéal. En vue de construire ensemble un idéal, c'est se ressembler et se rassembler dans la différence. Construire ensemble nécessite au préalable l'élaboration d'une conception processurale et procédurale, c'est-à-dire une dynamique des interactions des acteurs potentiels et les procédés préconisés dans un contexte donné qui est la France. De cette problématique se dégagent trois questionnements, à mon sens, très pertinents, à savoir, d'abord, construire quoi? Quel est le projet de cette construction? Quels sont les objets et quels sont les objectifs pour être terre à terre? Deuxième question, avec qui construire? Quels sont les acteurs potentiels de cette construction? Quels sont les partenaires sociaux? Les définir clairement. Troisième question, comment construire? Comment construire? Quelles sont les stratégies? Quelles sont les procédures? Et quels sont les outils? Alors, construire quoi? J'entends par une France apaisée paix, sérénité, stabilité, égalité des chances. Une France forte qui plaide pour la justice, la démocratie et la liberté pour tous. Un espace multiculturel, multiracial, où les seuls critères d'appréciation du bon ou du mauvais citoyen sont la compétence, le travail, la rigueur, l'efficacité et la valeur ajoutée. Une France où ressemblance et diversité vont de pair, où la diversité est une véritable source de richesse à explorer et à exploiter pour le bien commun. Mais dans cette construction, la pierre angulaire à poser est l'établissement d'abord de la relation à autrui, l'autrui qui constitue un facteur principal dans le processus de construction. Une relation de qualité, de confiance, solide et durable. Cette relation à autrui est le produit d'une communication performante, car communiquer, c'est plutôt donner que recevoir. C'est accepter l'autre en tant qu'individualité et accepter l'autre en tant qu'entité. C'est aussi s'ouvrir à l'autre, se faire connaître, se montrer coopératif, se déplacer vers l'autre, car tout groupe humain prend richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité, visant un but commun,
l'épanouissement de chacun dans le respect des différences et des diversités. Seule donc une politique de communication propice et adaptée permet de produire un impact sur les relations ouvrant le chemin vers l'épanouissement. Deuxième question, construire avec qui? Construire avec qui? Le moi et l'autre doivent composer ensemble. Ils sont nécessaires à cette construction, mais ne sont suffisants que s'il y a interaction entre eux, car c'est à travers cette interaction que l'identité s'organise et organise son environnement. Il faut que les acteurs puissent d'abord mais il y a une condition sine qua non. Il faut que les acteurs puissent d'abord se construire eux-mêmes pour enfin pouvoir construire ensemble. C'est-à-dire, il faut se préparer. Se construire nécessite forcément un bilan de ses capacités et compétences requises. C'est-à-dire, quels sont les points forts? Il faut qu'on fasse le bilan, que chacun fasse son bilan, que la communauté fasse son bilan. Quels sont les points forts? Quels sont les points d'amélioration? Et éventuellement, quels sont les obstacles? Se construire, c'est construire sa personnalité d'abord, son univers mental, ses représentations, ses attitudes, pour enfin vivre dans une France qui soit compatible avec elle-même, dans une France qui soit compatible avec elle-même. La situation actuelle, il ne faut pas le dissimuler ni le cacher, se caractérise par un malaise. Oui, un malaise, dû à un déséquilibre psychosocial qui mérite d'être pris en charge. En termes de catégorisation sociale, les Français musulmans se trouvent en situation de face-à-face avec une société dans laquelle ils sont nés. Ne sont-ils pas le produit de l'école française? Pourquoi le système n'arrive-t-il pas à les contenir? Pourquoi ils ont toujours le sentiment d'être stigmatisés? Il est impératif de sortir de cette situation et de progresser vers la situation souhaitée, dénommée situation d'apaisement. Mais l'analyse de la situation est révélatrice d'un certain marasme dû au cumul de frustrations, à la fois par le manque de clarté du discours politique et par la médiocrité des discours religieux, ce qui ouvre la voie aux recruteurs de tendances fâcheuses et aux propagandes extrémistes. La frustration est donc source d'agressivité et de violence. Enrayer la frustration réduirait l'agressivité et la violence dans les quartiers et dans nos esprits. Il y a ce qu'on appelle la frustration destructrice, due à un besoin, à un manque de besoin d'être reconnu. Quand quelqu'un n'est pas reconnu, il cherche à être reconnu, il n'arrive pas à l'obtenir, cela déclenche en lui un processus de frustration destructrice. Et c'est donc à éviter. Il faut savoir se relever après un échec pour défier l'obstacle, l'incompétence ou la maladie, se rebondir, rejaillir avec plus de confiance en soi. Il faut chercher à surpasser dans une première étape pour ensuite pouvoir dépasser l'autre. C'est comme ça que les individus, les communautés et les organisations peuvent se surpasser et surpasser l'autre. Donc, il faut agir en temps réel. Il faut agir en temps réel sur les actions et les décisions pour exercer davantage d'influence sur l'environnement et sur les conjonctures. Je cite un petit exemple dans la littérature arabe pré-islamique de Antar ibn Shaddad que tout le monde connaît. Il fut un esclave, son père Shaddad, un arabe notable, sa mère était esclave. Le problème, c'est qu'il n'a pas été reconnu par son père, ce qui a déclenché en lui une frustration destructive, jusqu'au jour où sa famille fut attaquée par une autre tribu
et son père lui demanda « Antar, fonce, cours ya Antar ». Antar répondit « Inna al-abda la yahshinu al-karra, wa innama yahshinu al-farra wa halb al-baqar ». Mais l'esclave ne maîtrise pas l'art du guerrier, il ne sait que traire les vaches. Il lui dit « Cours wa anta hur », fonce et tu es libre. Et Abla, sa cousine qu'il aimait, mais il ne pouvait pas, parce qu'il y avait une différence. Il ne lui ressemblait pas. Elle était noire, il est blanc. Il est noir, elle était blanche. Il était esclave, elle est notable. Et là, il a obtenu sa main. Et ce n'est qu'à ce moment-là que ses capacités de guerrier se sont éclatées après avoir été libéré de ses frustrations, jusqu'au point où il est devenu vraiment la légende de toute l'Arabie. Mais attention, il faut qu'il y ait un développement personnel, il faut qu'on veille à notre développement personnel. Et cela correspond au désir et à la volonté d'agir et d'interagir avec succès, avec son environnement, afin de l'examiner, de l'explorer et de le maîtriser. Il faut passer du simple désir à l'action. On désire beaucoup de choses, on souhaite beaucoup de choses, on projette parfois par le biais des rêves, mais il faut passer du simple désir à l'action de concrétisation de ses aspirations et à la réalisation de soi. Et c'est un processus qui nécessite, je dis bien, une révolution psychologique contre soi-même. Une révolution psychologique contre soi-même. Contre ses échecs longtemps intériorisés. Contre les sentiments d'incapacité et parfois le manque de confiance en soi. Ce processus interpelle des notions que j'appelle résilience et capacitation. Développer les compétences de l'efficacité personnelle pour agir efficacement dans la société, il faut donc, et cela relève de l'état d'esprit de l'individu, de l'idée et de la conviction qu'il a de ses capacités. Car la plus haute efficacité de l'esprit, est d'éveiller l'esprit. Alors, éveillons-nous. L'efficacité personnelle commence par le sentiment d'être capable d'aller jusqu'au bout de ses idées. Elle fait appel aux compétences suivantes. La confiance en soi. Le succès, je dis bien le succès, se construit de l'intérieur vers l'extérieur. Le succès se construit de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous avez confiance en vous, vous inspirerez confiance aux autres, disait Goethe. L'image que vous avez de vous-même influe sur celle des autres. Est-ce que j'ai la conviction que j'ai de la valeur en tant que personne dans cette société? Est-ce qu'en tant que personne, je prends la responsabilité de mon évolution? Est-ce que je m'engage vraiment et sans recul? Et de la confiance en soi découle une autre compétence aussi importante, sinon plus importante, qui est la maîtrise de soi. C'est la faculté qui nous permet de contrôler ses comportements, ses émotions, ses sentiments, nos désirs et nos passions, face aux différentes situations qui provoquent parfois la colère. L'estime de soi. L'image de soi est fonction du reflet et du rayonnement qu'elle va avoir aux yeux des autres. Elle n'est positive que si elle renvoie à un sentiment de capacité à pouvoir se maîtriser et maîtriser plus ou moins partiellement les objets de l'environnement. Cette notion fait appel à la valorisation de soi. Attention, faites bien attention, la valorisation de soi ne se limite pas à l'auto-attribution d'un ensemble de qualités morales ou psychologiques. Je suis bon, je suis gentil, je suis sérieux, je suis beau. Non. Il faut que ces qualités sont nécessaires, car sympathie, bon, etc. Mais
il faut qu'elles soient, ces qualités, reconnues par l'autre, reconnues par la société en tant que telles. Les qualités morales relèvent du subjectif. Elles sont transmises généralement par l'apprentissage social. Et il faut les objectiver. Il faut objectiver leur sens pratique en cherchant des attributs pouvant influencer l'environnement physique et social. C'est-à-dire se considérer, retenez surtout ça, se considérer soi-même comme une source de pouvoir. Se considérer soi-même comme une source de pouvoir. Ayant la capacité de changer le cours des événements en y participant efficacement et avec ténacité. Et ces éléments que je viens de citer sont le passage obligé vers l'accomplissement de soi dans cette société. Mais quand il s'agit avec qui construire, il y a beaucoup d'obstacles. Le premier obstacle, c'est le concept que nous vivons. Le concept est, selon toutes les définitions, générateur de pensée et de comportement. Il est mobilisateur de toutes les énergies. Il peut servir également de moyen fantastique d'embrigadement autour d'une idéologie, d'une secte ou d'une religion. Il est donc impératif que toutes les parties impliquées dans le processus d'homogénéisation de la société puissent coordonner leurs efforts afin de corriger l'arsenal de concepts utilisés actuellement en vue de réduire les tensions et d'encourager les rapprochements. Le discours religieux, lui aussi, pose problème. Il est actuellement prôné, le discours religieux prôné actuellement ne parvient pas à appréhender de manière significative les vraies préoccupations des Français musulmans. Il est quasiment incapable de proposer des idées nouvelles ou de répondre aux aspirations véhiculées par l'évolution de la société. Il est imprégné par une ignorance presque totale de la réalité, des vécus et des enjeux de la situation. C'est un discours réservé, centré sur les vocables, obsolète. Il est le plus souvent rhétorique, mais vaste, imprécis et émotif. Le discours politique, lui aussi, pose problème. Le discours politique, lui aussi, pose problème. En France, le discours politique à l'égard des Français musulmans est très controversé. Cette controverse exprime un marasme aux aspects multiples. Les politiques électorales en sont la locomotive, car tous les partis font chacun, à sa manière, de la population musulmane un cheval de bataille. Le discours politique est actuellement provocateur et manque de pédagogie. Il est contraignant et ne respecte pas les sensibilités. Il fait usage de la politique du deux poids et deux mesures. Cette politique d'inhibition suscite la frustration pouvant être une source de réaction irresponsable et agressive. Le discours politique est à réajuster en tenant compte des réalités d'une France plurielle et multiculturelle. Les Français de confession musulmane, j'en suis certain, sont attentifs et prêts à apporter leur contribution. Pour les impliquer dans ce processus, il faut développer un discours constructif qui rassemble tous les citoyens sans différence de couleur, de religion ou de race. L'égalité est le seul garant d'un véritable rapprochement pour que tous les citoyens se rassemblent dans la différence. On ne peut pas être égaux si la diversité n'est pas respectée. Le discours politique doit exalter la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Alors je passe à comment construire ensemble pour que toute construction soit efficace. Terminé? Non, il reste 10 minutes. J'ai commencé à 10 minutes en retard. Désolé. Comment construire? Toute construction doit avoir un socle. Et le socle de toute construction est la formation. Il faut commencer par la formation de manière à ce que la formation répond, elle aussi, des besoins réels. Il faut produire de la valeur ajoutée dans cette société. Si vous ne produisez pas de la valeur ajoutée, on ne vous donne aucune considération. Tout est calculé sur la valeur ajoutée. Développer l'esprit d'entrepreneuriat,
d'initiative et d'aller dans le sens de l'indépendance économiquement et socialement dans cette société. Tant qu'on se situe dans une situation d'assistanat, on ne peut pas avoir de considération, permettez-moi de le redire. Le perfectionnement, enfin, j'arrive en conclusion. En guise de conclusion, j'ai le sentiment qu'il est grand temps de passer à l'action. Les discours sont beaux, mais on les entend tous les ans, tous les jours, mais ça ne nous fait pas avancer. En guise de conclusion, j'ai le sentiment qu'il est grand temps de passer à l'action, car c'est par l'action qu'on pourra s'actualiser et atteindre la plénitude et la qualité de vie requise. L'éveil de l'esprit est un parfait catalyseur de dynamisme et de remise en valeur. C'est par la compétition et l'endurance dans le travail performant que l'on peut faire valoir nos appartenances à la société et garantir sa dignité. Déclencher le processus de changement de votre intérieur afin d'accéder à une place d'impact au lieu d'une place dortoir. Une place d'impact et d'influence dans la société. Apprenez à vos enfants de bien réfléchir, sinon d'autres réfléchiront à leur place. Soyez optimistes et semez autour de vous l'optimisme. Passez du rêve, je sais qu'on vit un rêve, passez du rêve au champ du possible. Passer du rêve au champ du possible, et c'est possible. Mais pour que ce passage réussisse, il y a 3 conditions sine qua non, et je termine là-dessus, 3 conditions sine qua non. Et il faut s'organiser, il faut se mettre au travail, et il faut mettre l'intelligence en marche. S'organiser, se mettre au travail, et mettre l'intelligence en marche. Je vous remercie d'avoir prêté attention. Assalamu alaikum. C'est nous qui vous remercions, Mohamed Meslem, qui est professeur et chercheur à Oran. Désolé de vous avoir pressé, on a vraiment un programme à respecter avec des autres intervenants à écouter. Puis nous avons des impératifs horaires.